All right, let's go ahead and get Très started. bien, alors nous allons commencer. Alors, bienvenue à nouveau. Ceux qui étaient avec nous un peu plus tôt aujourd'hui, la conférence neuromusculaire se penche sur les problèmes de santé et les problèmes neuromusculaires. Cette séance sera sur l'équilibre, les chutes, la santé vestibulaire et les maladies neuromusculaires. Alors, avant de commencer, je veux simplement vous expliquer qu'aujourd'hui, la séance est disponible en anglais et en français. On your screen and select English. Je vais donc vous demander d'aller dans le bas de l'écran, dans l'interprétation, de choisir la langue de votre choix. Ensuite, on va vous faire cette même explication. Marie-Hélène va vous l'expliquer en français. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière conférence de notre colloque sur les maladies neuromusculaires qui va avoir comme thème l'équilibre, les chutes et les maladies neuromusculaires. Alors, je veux seulement vous informer que la conférence est disponible en français et en anglais. Vous n'avez qu'à sélectionner l'icône en forme de globe terrestre, interprétation dans le bas de votre écran, choisir la langue de votre choix et ce sera la langue que vous entendrez tout au long de la conférence. Alors, merci beaucoup et bonne présentation. Thank you all. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant de me joindre à dystrophie, DMC, j'étais audiologiste, un professeur en pédiatrie. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter de l'information sur l'équilibre et les maladies neuromusculaires. Et suite à ma présentation, nous aurons Ming qui est consultante en physiothérapie et elle va nous parler de la prévention des chutes, ce qui est essentiel. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la faiblesse musculaire, de l'instabilité posturale et des chutes. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler du système vestibulaire, quels sont les étourdissements, quel est le contrôle de la posture et comment les chutes ont à voir avec tout cela. Donc, lorsqu'on pense à l'oreille, souvent on pense à notre capacité d'entendre, mais dans l'oreille, la cochlée, c'est là que le système vestibulaire entre en fonction. Non seulement nos oreilles sont responsables de notre audition, mais également elles jouent un rôle important sur notre équilibre. Donc, je veux que vous pensiez au système vestibulaire comme un ensemble de capteurs à l'intérieur de l'os temporal qui est extrêmement sensible au mouvement dans l'espace et à notre position en ce qui a trait à la gravité. Donc, dans l'oreille interne, il y a des canaux semi-circulaires qui ressemblent à 3 petits tubes interconnectés. C'est leur travail de vous aider à garder votre équilibre. Ces canaux sont remplis d'un liquide et sont remplis de tout petits cils, de sorte que lorsque vous bougez la tête, le fluide, le liquide dans les canaux vont déplacer les cils et ces cils envoient des informations quant à votre position au cerveau. Le cerveau, par la suite, interprète ces signaux et envoie des messages aux muscles, ce qui vous aide à garder votre équilibre. Donc, vous vous dites probablement quand vous tournez sur vous-même et que vous êtes étourdi, eh bien, pourquoi? Bien, si vous le faites, pourquoi vous êtes étourdi? C'est que les liquides dans vos canaux semi-circulaires continuent, lui, à bouger pendant un certain temps, ce qui donne à votre cerveau l'idée que vous continuez à tourner même quand vous avez arrêté. Donc, lorsque le liquide arrête de bouger, eh bien, l'étourdissement va disparaître. Bon, mais quand on parle d'étourdissement, il y en a qui vont utiliser le terme étourdissement pour vertige, déséquilibre, la tête qui tourne.
et syncope. C'est ce sur quoi nous allons parler ici. Alors, quand on parle d'étourdissement, eh bien, ça couvre plusieurs symptômes, les plus fréquents étant le vertige, le déséquilibre et la tête qui tourne. Alors, le vertige, c'est cette illusion de mouvement de soi dans l'environnement. Donc, cela est dû au canaux sémicirculaire et au lien vestibulaire. Oui, il y a des gens qui parfois vont perdre conscience et ça va réduire l'afflux sanguin au cerveau. Bon, si on parle de déséquilibre, c'est un problème à se tenir debout ou à marcher. Cela peut être causé par plusieurs facteurs: système nerveux central, système musculo-squeletteur, système visuel, système vestibulaire. Là, je vais vous parler justement de ce fameux déséquilibre. Alors, quand on pense au système vestibulaire, il faut le voir un peu comme un GPS, le GPS du corps. Donc, votre système vestibulaire est un guide qui envoie des messages au cerveau et qui, à son tour, envoie des signaux à différents chemins dans votre corps. Là, on parle des tendons, des muscles, des mains, de la coordination visuo-spatiale, de la motricité, etc. Donc, c'est ce guide qui fait en sorte que vous allez avoir la réponse que vous avez. Donc, ce système vestibulaire, c'est un système sensoriel et moteur. Donc, imaginez quand vous attachez vos souliers. Pour le faire, vous devez avoir une certaine coordination, un certain tonus musculaire, des capacités motrices fines et une bonne coordination entre vos yeux et vos mains pour pouvoir attacher vos souliers. Donc, cette action de maintenir, d'atteindre ou de retrouver un état d'équilibre durant une activité quelconque s'appelle le contrôle postural. Le contrôle postural, c'est cette habileté à contrôler la position de votre corps par rapport à la tâche, attachez vos souliers, ou l'environnement. J'ai déjà dit que pour maintenir l'équilibre, vous devez vraiment avoir différents systèmes qui fonctionnent bien. Donc, comment a-t-on ce contrôle postural? Eh bien, il y a d'abord le système neuromusculaire, le système musculo-squelettal et le système sensoriel. Et c'est l'interrelation entre ces différents systèmes qui va vous permettre de garder un certain contrôle sur votre posture et de garder votre équilibre. Une autre façon de voir cela, c'est que maintenir l'équilibre, ça dépend de l'information reçue par le cerveau à partir de 3 sources périphériques: les yeux, les muscles, les articulations et les organes vestibulaires. Ce sont ces 3 sources d'informations qui doivent fonctionner ensemble afin de fournir toute l'information au cerveau et pouvoir maintenir votre équilibre. Donc, le système neuromusculaire est essentiel pour maintenir un contrôle. Donc, vous allez peut-être dire, si quelqu'un a un problème neuromusculaire, il aura peut-être de la difficulté à maintenir un contrôle postural. Donc, les différents muscles, la force de ces muscles, tout cela va contribuer à la capacité à maintenir une certaine orientation dans l'environnement. Donc, l'équilibre exige qu'on garde le centre de sa masse corporelle en situation statique ou en dynamique. C'est-à-dire qu'il faut contrôler la position du corps dans l'espace pour assurer une stabilité, une orientation. Quand on voit ça ici, on voit certains tests que nous avons dans la clinique vestibulaire où on analyse différentes conditions physiques, bouger vers l'avant, vers l'arrière et sans avertissement pour voir de quelle façon le corps réagit à ces mouvements. Et ce que nous savons, la force musculaire est un facteur qui est très important pour le contrôle postural. Le contrôle postural approprié, c'est lorsqu'un individu est capable de rester stable dans une position statique ou d'être capable de s'asseoir, marcher, s'agenouiller, peu importe. Et
il faut à ce moment-là qu'on ait un contrôle sur les muscles. Il faut avoir aussi cette capacité à faire de différents petits ajustements pour répondre aux changements de position sans utiliser de mouvements compensatoires. Donc, vous pouvez utiliser les muscles à votre avantage pour vous empêcher de tomber, par exemple. Donc, les conditions neuromusculaires, de façon générale, peuvent avoir un effet négatif sur la posture. Et le contrôle postural problématique est souvent observée chez des patients qui souffrent de maladies neuromusculaires. Ils n'ont pas autant d'équilibre et de coordination. Ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez dans la littérature ce qui a été publié dans la littérature médicale et scientifique sur les problèmes neuromusculaires et l'équilibre, c'est clair. Mais lorsque vous parlez avec des cliniciens qui travaillent avec les patients, souvent, ils vont vous dire que leurs patients leur disent qu'ils font davantage de chutes. Ça, c'est le premier signe de maladie neuromusculaire, souvent. Et également, cette augmentation des chutes, et on va en parler, c'est ce qui les amène à utiliser des aides à la mobilité ou à ajuster leur style de vie en conséquence. Donc, les problèmes d'équilibre peuvent réduire la mobilité, réduire l'indépendance et peuvent mener à des chutes et des blessures, ce qui auront bien sûr un impact sur la qualité globale de la vie. Cet été, nous avons lancé chez Dystrophie musculaire Canada une étude pour se pencher sur les impacts économiques des problèmes neuromusculaires et sur la qualité de la vie. Et ce qu'on a vu, l'étude est encore en cours, donc vous êtes capable d'aller voir sur Internet et vous allez trouver cette étude. Mais ce que nous avons entendu les Canadiens nous dire, surtout ceux qui étaient atteints de maladies neuromusculaires, c'est qu'ils chutaient souvent. Certains ont eu besoin d'être hospitalisés, d'autres non. Mais ce qui était très important, c'est que ça avait un impact négatif sur leur qualité de vie et leur indépendance. Donc, je vous ai dit que la faiblesse musculaire était un facteur de risque pour les chutes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une chute? Eh bien, une chute est définie comme un événement qui amène à contact non planifié, non attendu avec une surface. Donc, on peut tomber dans une chaise, on peut tomber sur un mur ou pas nécessairement au sol. Et ce sont des gens normalement atteints de maladies neuromusculaires qui les rapportent. En général, les chutes peuvent amener un manque de mobilité, mais peuvent également causer des fractures de la hanche, des pertes d'indépendance, dépression, blessures au bras ou la mort. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une échelle. Échelle de gradation qu'on utilise chez les médecins pour voir si c'est une quasi-chute, moment où on a trébuché ou une chute au sol. Une chute de niveau 2, si vous êtes tombé par terre ou plus bas, sur une chaise, par exemple. 3, c'est une chute au sol ou à un niveau inférieur pour lequel vous avez dû être traité médicalement, mais qui n'a pas généré une hospitalisation. À 4, c'est une chute à un niveau inférieur, ou même au sol, mais qui a nécessité une hospitalisation. En plus de l'expérience de la chute, les gens souffrant de maladies neuromusculaires ont rapporté avoir des craintes de tomber. Donc, ça, c'est une préoccupation, une peur de tomber qui fera qu'une personne arrêtera de faire certaines activités qu'elle est en mesure de faire, mais que la crainte empêche de faire. Donc, s'il y a une maladie ou une condition physique qui a un impact sur la vie quotidienne, eh bien, nous devons voir ce que nous pouvons faire pour la réadaptation. En d'autres mots, une personne peut développer une certaine anxiété à marcher normalement ou à se mobiliser parce qu'elle a peur qu'une chute se produise. Et ça arrive de façon typique suite à une chute, ainsi que le risque de blessure immédiate causée par une chute. Vous avez aussi un certain évitement de certaines activités et cette crainte a été, cette éprouvée est une raison pour l'utilisation de fauteuils roulants. Bon, même si il y a beaucoup de littérature sur les chutes chez les personnes souffrant de maladies neuromusculaires, je voulais vous parler de ce document
qui vous parle des risques accrus de 27%, 27% donc de risque accru de chuter chez les patients souffrant de problèmes neuromusculaires. 79% ont connu des blessures mineures en tombant et 58% ont eu des... donc, c'est plus de la moitié des personnes mentionnées dans cet article qui ont connu une crainte de chute et suite à ça, 48% d'entre elles ont réduit leurs activités. Il y a une étude qui a été faite chez des adultes et qui souffraient de myosite et il y avait les peurs de tomber. Les causes les plus fréquentes de chute étaient une faiblesse des jambes, mais les trébuchements, la perte d'équilibre et la marche sur des surfaces inégales, glissantes, etc., étaient également en cause. La plupart des gens les gens souffrant de cette maladie, qui est une maladie neuromusculaire, qui tombe sous le parapluie des maladies couvertes par le DMC, avaient peur des chutes. On voit ici les statistiques dans des escaliers, 44% sur un sol inégal, 31% dans des pentes, des collines, 26%, 24% s'ils n'avaient pas d'aide à la mobilité. 21% pour ceux qui faisaient des sports ou aller au gym, mais d'autres, s'ils utilisaient les transports publics et utilisaient des meubles plus bas, avaient cette crainte. Donc, la relation entre la crainte de tomber et le rendement, la performance physique a été également analysée chez les enfants souffrant de la maladie de Duchenne. 30 jeunes garçons souffrant de la dystrophie de Duchenne ont participé à cette étude. Et on s'est aperçu que ce n'est pas la crainte qui était la principale préoccupation, mais on a dit que l'évaluation physique et les précautions devaient être prises en compte, surtout sachant que la crainte de chuter pourrait avoir un impact sur la qualité de la vie et la performance physique. Donc, jusqu'à maintenant, vous m'avez entendu dire que les chutes étaient plus fréquentes chez les gens souffrant de maladies neuromusculaires, mais le taux de maladies ou de blessures provenant suite à une chute sont semblables à ce qu'on retrouve chez d'autres, par exemple ceux qui tombent à cause de l'âge. Et ce que vous voyez à l'écran également, c'est qu'une condition neuromusculaire, une maladie neuromusculaire, la maladie neuromusculaire est vaste et représente plusieurs maladies, ataxie de Friedreich, amyotrophie spinale, myotonie et d'autres. Tout dépend de l'endroit où le problème se situe, mais peut contribuer à la faiblesse musculaire et peut contribuer au risque de chute et a un effet également sur les muscles qui sont touchés. Taux accru de chute, de trébuchement chez les patients s'est avéré prévalent chez des personnes souffrant de dystrophie myotonique. Il s'agit d'une maladie qui touche plusieurs systèmes, plusieurs parties du corps. Donc, les patients peuvent avoir des cataractes, avoir une dysfonction du lobe frontal, des problèmes d'attention, myotonie, tout ça. Et la raison pour laquelle je vous parle de myotonie, c'est que la dystrophie, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vous parler de différentes faiblesses qui vont engendrer davantage de risques de chute. Mais on sait des premières diapos qu'on a vues que s'il y a un problème à d'autres systèmes visuels par exemple, vous avez peut-être des risques supplémentaires de tomber. C'est pour ça que je vous parle de tout cela. Les individus souffrant de myotonie ont des impacts à plusieurs niveaux, mais cela peut contribuer à des chutes également. Il faut même penser aux différents médicaments qu'une personne peut prendre. Nous avons entendu Dr. Ward un peu plus tôt aujourd'hui parler des effets secondaires de certains médicaments dans le cas de la maladie de Duchenne qui pourraient engendrer des étourdissements, des vertiges. Donc, tous ces facteurs peuvent contribuer ou s'ajouter au risque de chute. L'emplacement de la faiblesse musculaire
peut également jouer un rôle et influencer les risques et les mécanismes de chute et il est possible qu'il soit nécessaire de mettre en place une stratégie de réadaptation particulière. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est qu'une faiblesse des muscles distaux peut augmenter le risque de trébucher. Lorsque les muscles proximaux sont en bonne santé, les individus sont généralement capables de corriger leur équilibre après avoir trébuché. Lorsque la faiblesse est au niveau des muscles proximaux, cela peut engendrer des chutes parce qu'il n'y a pas de correction adéquate de l'équilibre. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on a une faiblesse au niveau des muscles distaux et proximaux? Eh bien là, ça peut augmenter de façon substantielle les risques de chute parce qu'il y a davantage de chances de trébucher, mais en plus, vous avez une incapacité de compenser après ce trébuchement. Les muscles du tronc sont essentiels également dans le cas de perte d'équilibre pour les patients souvent de dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale. Donc, il faut travailler ces muscles pour empêcher ces patients de tomber. Ici, nous voyons un schéma où on voit les maladies neuromusculaires sans signe musculaire, avec une proprioception, une mauvaise vue ou un gain pondéral peuvent engendrer davantage de chute. Mais s'il y a une faiblesse musculaire qui touche le cou, le tronc, la hanche, ou selon le cas des dystrophies, donc, tout cela peut avoir un effet sur les risques de chuter. Tout cela parce que si c'est par exemple la cheville ou la hanche, vous n'avez pas la capacité de compenser quand vous commencez à trébucher. Bon, référer les gens en thérapie, ce n'est pas ce qui est fait de routine pour les gens souffrant de maladies neuromusculaires. On pense souvent que les clients, les patients vont rapporter avoir chuté, vont voir un physiothérapeute ou autre spécialiste, mais ils n'iront pas nécessairement en réadaptation pour leur équilibre. Et il n'y a pas nécessairement de plan pour les malades atteints de maladies neuromusculaires. Avec tout cela, il y a des données pour démontrer que l'éventail d'intervention, c'est-à-dire aide à la mobilité, thérapie physique, réentraînement pour la démarche, exercice à la maison pour assurer davantage de stabilité, vont aider à améliorer les risques. Alors ici, on voit les statistiques de la compagnie de Cleveland, la clinique, pardon, de Cleveland, où on a travaillé pour faire une réadaptation particulière et où les patients ont eu une amélioration de 43% dans leur capacité à marcher, mais également où on a réussi à réduire le risque de chute. Les patients souffrant de Becker ou souffrant de FSH, eh bien, c'est également documenté dans la littérature que l'aérobie et le renforcement par des exercices renforçant les muscles. Alors, cela a un effet sur le FSH, sur le DMC. Donc, j'ai expliqué que la stabilité pouvait mener à des chutes. Je devrais dire que l'instabilité, lorsqu'elle est grave, va forcer le patient à être confiné à un fauteuil roulant parce qu'il y a de fortes chances de chuter pour eux. Mais même ces individus qui utilisent des aides à la mobilité, ils doivent faire attention à leur équilibre pendant les transferts et à d'autres moments également. Donc, il faut en parler aux ergothérapeutes ou aux physiothérapeutes. Je vais maintenant laisser la parole à Ming, qui va nous parler de la prévention des chutes, mais je vais vous dire que c'est très important. Souvent, il faut modifier l'environnement de vie de sorte que vous puissiez vivre en toute sécurité. Parler à l'équipe multidisciplinaire, un audiologiste. En tant que
cardiologiste, je peux faire partie de l'équipe, mais un ergothérapeute, un physiothérapeute sont essentiels aussi pour vous aider à trouver un bon programme d'exercice pour améliorer votre équilibre en prenant compte de votre problème neuromusculaire, mais en tenant compte aussi qu'il peut y avoir des impacts à plusieurs niveaux chez les patients touchés par des maladies neuromusculaires. En tant qu'audiologue, je vous dirais que c'est important de faire vérifier votre vue, votre ouïe à chaque année. Nous avons vu aujourd'hui que la vision est très importante pour maintenir l'équilibre. Maintenir l'équilibre, c'est le résultat d'interactions complexes entre différents systèmes. Donc, il faut vous assurer de faire vérifier votre audition, votre ouïe, votre vision chaque année. De rester en sécurité. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à visiter le site de Dystrophie musculaire Canada. Et je vais maintenant laisser la parole à Ming. Et on va vous expliquer, elle est mentor, donc elle va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Alors, je vais laisser la parole à Ming. Sur la prévention des chutes, elle va nous faire une présentation. Hello, this is Ming Leong. I'm just going to see whether I can share my screen with you on this. Je vais voir si je suis capable de partager mon écran. Can you see this? Êtes-vous capable de voir ceci? Bon, si tu le mets en mode plein écran, ça va être excellent. Alors, merci à Dystrophie musculaire pour m'avoir permis de faire cette présentation. Ce fut vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. La prévention des chutes, ça fait 15 dernières années que je m'occupe de ça, la prévention des chutes, les blessures reliées aux chutes. Mon sujet va être surtout de résumer tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Là, c'est ce que nous allons faire. Alors, comme vous le savez, déjà, statistiquement, sur les chutes, sont la cause principale de blessures parmi les Canadiens plus âgés. Une personne âgée sur 3 tombe à chaque année. Les chutes causent 85 d'hospitalisation des gens âgés, 85 des hospitalisations des gens âgés et 95 de toutes les fractures de la hanche. Près de 40 des gens qui sont admises au CHSLD sont des gens qui ont des chutes. Comme vous le savez, à tous les jours, 3 adultes plus âgés meurent en Colombie-Britannique à cause d'une blessure reliée à une chute. 50 de toutes les chutes qui causent des hospitalisations arrivent à la maison. Mais les bonnes nouvelles, c'est que la plupart des chutes sont évitables, la plupart. Alors, si vous regardez ce qui se produit à la maison, la majorité d'entre vous vivez dans des maisons, 35 sont à l'extérieur de la maison et la plupart sont dans la maison, la plupart sont dans la salle, le salon ou la chambre à coucher. Lorsque vous avez les statistiques de quand la chute se produit, bon, matin, midi et soir, c'est la même. C'est surtout la nuit, c'est 8 La plupart des gens dorment la nuit à ce moment-là. Que pouvez-vous faire pour éviter les chutes? Primo, la vision, comme le Omira l'a dit, la vision est très importante. Alors, si vous regardez les interventions pour s'assurer d'avoir une bonne vision, bon, les bonnes lunettes, c'est surprenant jusqu'à quel point les gens souvent n'ont pas de bonnes lunettes. Bon, un bon éclairage, c'est important. Éviter les lunettes progressives. C'est difficile de s'en servir lorsqu'on descend les escaliers. C'est un danger parce que vous ne pouvez pas avoir la bonne perception des profondeurs. Utiliser les gouttes pour les yeux correctement, ça c'est très important. Et modifier son environnement. Dans les prochaines diapos, qu'est-ce qui est plus facile à voir? Ceci ou celle-ci? Les contrastes sont meilleurs, les barres sont plus faciles à voir. L'autre diapo,
Qu'est-ce que vous voyez ici? Cet escalier-ci et celui-ci. Ici, c'est très important parce que les gens tombent souvent dans les escaliers. Ils ne voient pas les bords de chaque marche. Ils trébuchent et ils tombent en bas des escaliers. L'autre, dont on a déjà parlé, c'est les médicaments et bon, les effets des médicaments parfois peuvent vous rendre un peu endormi. Bon, vous réveillez, vous ne savez pas exactement où vous êtes. Bon, les risques de fracture. Ça peut diminuer la force de vos os, les risques de saignement, moins de pression artérielle. Bon, ça peut causer des étourdissements ou les évanouissements. Aussi, la glycémie, les perturbations de la vision, les étourdissements et une diminution de la coordination. Alors, si vous avez des diminutions, alors il faut, avant de se mettre debout, il faut faire des petits exercices avec ses talons, pour comme pomper ses talons, pour utiliser les muscles des jarrets pour se préparer à se lever debout. Alors, l'autre qu'on peut faire, qui est aussi très important, on a déjà parlé, c'est d'enlever les facteurs de risque à la maison. Vous enlevez des choses qui pourraient causer vous faire trébucher, comme des choses qui traînent par terre, des choses dans les escaliers, des endroits où vous marchez. L'autre, c'est des petits tapis là, qui font que les gens se trébuchent dessus parce qu'ils ne sont pas capables de se lever les pieds suffisamment lorsqu'ils marchent ou le tapis se déplace et glisse. Gardez les choses qu'on utilise souvent à des hauteurs qui sont faciles d'accès pour qu'on n'ait pas besoin d'utiliser un petit escabeau, améliorer l'éclairage dans la maison, diminuer l'éblouissement et considérer d'utiliser des veilleuses. Comme ça, lorsque vous levez la nuit, vous verrez mieux. Les autres améliorations dans la salle de bain, c'est des tapis antidérapants dans le bain. Lorsque vous êtes mouillé, vous allez avoir moins de risque de glisser, d'avoir des bonnes poignées proches de la toilette et du bain, ou en tout cas de la douche. Avoir des bon éclairage partout, dans les escaliers. Toujours porter des souliers. Lorsqu'on est pieds nus, on peut glisser plus facilement. Et éviter les chaussures lâches qui sont pas serrées. Bon, des bons souliers sécuritaires, c'est important. Bon, premièrement, ça peut avoir des semelles antidérapantes qui ne sont pas collantes, mais qui sont quand même antidérapantes. J'ai vu des gens avec des chaussures très glissantes qu'ils portaient dans la maison et dehors, qui rendaient la vie très dangereuse. L'autre qui est très importante, c'est d'avoir un soutien pour le talon qui tient bien votre cheville. Pas de talons hauts et pas de pantoufles. Comment on appelle ça, des pantoufles qui ne soutiennent pas la cheville. Et comme Omira l'a déjà dit, bon, il faut rendre les transferts plus faciles et plus sécuritaires, c'est très important. Vous pouvez utiliser un banc. Ça peut être volumineux parce que parfois dans la salle de bain, dans les bâtiments plus âgés, dans les appartements, il y a moins de place dans la salle de bain. Bon, les poignées dans le lit, c'est stable, c'est efficace, ça va sous le matelas. Ça peut nous aider à se lever. Bon, le handy bar, c'est excellent pour rentrer et sortir de la voiture. Ça entre dans le mécanisme de verrouillage de la porte. Alors, il faut rester organisé. Ça aussi, c'est très important. Voici une photo, mais j'espère que c'est pas comme ça chez vous, là. Bon, c'est dur de trouver des objets. Et si vous essayez de rejoindre les choses qui sont par terre, vous allez peut-être trébucher. Comparativement à ceci, qui est beaucoup plus organisé. Bon, dans la maison ou même à l'extérieur de la maison, quelque chose qui peut vous aider à diminuer les risques de fractures
de la hanche, c'est des protecteurs des hanches. Ils absorbent l'impact et ils éloignent les forces d'impact loin de l'os de la hanche. Les fractures de la hanche peuvent être prévenues ou diminuées. Ça peut diminuer les possibilités de fracture de la hanche de près de 70 %. Et il y en a toutes sortes de ces protecteurs de hanche qui existent. Bon, le FHA recommande Blue Tree, Hip Saver et Safe Hip. Mais il y en a différentes sortes, dépendamment de ce dont vous avez besoin. La dernière chose, c'est comme mon domaine plus spécial, c'est l'exercice. Diminuez votre risque en devenant plus fort et en ayant plus d'équilibre. Alors, 15 minutes, les directives canadiennes disent que ça a des avantages pour la santé et sachez que seulement 11 % des Canadiens respectent cette directive pour les 150 minutes d'exercice par semaine. Mais si vous n'êtes pas capable d'atteindre, la plupart des gens sont capables de faire 150 minutes par semaine d'exercice, mais vous pouvez au moins commencer incrémentiellement. Bon, par exemple, une demi-heure par jour, si vous êtes seulement capable de faire 30 minutes. Alors, l'exercice seul, c'est bénéfique en temps, est aussi bénéfique qu'un programme de prévention de chute multifactorielle. Mais pour éviter les chutes, la composante la plus importante, c'est l'équilibre. Par exemple, le tai chi, les classes sur l'équilibre, bon, maintenant la force et la résistance. Le poids de votre corps, c'est une résistance. L'équilibre et la force peuvent diminuer les chutes en près de 50 %. La marche n'améliore pas l'équilibre ou la force. Les gens aiment bien marcher parce que c'est facile, mais conseil pour augmenter l'activité. Bon, vous pouvez demander aux gens de faire ces choses-là. Les gens disent « Ah, je ne suis pas capable de faire une demi-heure d'exercice » ou « Je ne suis pas capable de faire 150 minutes par semaine » et ainsi de suite. Mais ils sont assis devant la télévision toute la journée. Non. Moi, je leur dis, mais si vous faites 5 minutes à chaque programme, vous pouvez faire plusieurs de ces exercices. Par exemple, s'asseoir doucement, sans se laisser tomber sur le fauteuil. Lorsque vous levez, bon, par exemple, on peut attendre une seconde avant d'être complètement debout ou prendre un chemin plus long pour aller à votre destination, peut-être marcher un petit peu plus loin. L'exercice pendant que vous attendez, par exemple, pour la bouilloire ou le grille-pain. Moi, je m'arrange pour que les gens fassent des exercices d'équilibre ou de plier les genoux, des choses comme ça. Et viser 10 minutes d'activité à la fois. Ou des exercices d'équilibre pendant que vous brossez les dents. Par exemple, dès que vous avez quelque chose sur lequel vous accrochez, allez à des exercices, pardon, des classes avec des exercices. Lancez un défi à un ami. Téléphonez à un ami et dites demandez de l'aide. Et ayez quelque chose pour faire le suivi de votre activité physique. Par exemple, si vous marchez 8000 pas, un podomètre, des choses comme ça. Pour vous assurer que vous puissiez atteindre des cibles. Bon, bougez plus, restez moins assis, que ce soit 5 minutes à la fois ou se reposer 10 minutes et faire un autre 5 minutes d'exercice. Bon, je sais que Ermara a déjà parlé des aides à la marche. Voici certaines des aides à la marche. Et une des choses, j'aime que les gens commencent bien avec des bâtons de marche. Si ça peut vous aider, si vous n'êtes pas capable, eh bien, vous pouvez avoir une marchette à 4 roues. Si vous regardez des conseils pour les aides à la marche, voici certains des conseils qui sont aidants. C'est d'utiliser une canne sur le côté opposé à la jambe faible. Bon, l'aide à la marche devrait être à peu près à la hauteur du poignet. Toujours barrer les freins de sa marchette avant de se lever ou de s'asseoir. L'espace dans votre maison pour utiliser votre aide à la marche, ça c'est très important. Certaines personnes
marchent, laissent la marche de côté, ils vont chercher ce qu'ils veulent chercher. Non. Si vous remontez ou descendez l'escalier, gardez la marchette près de vous. Ne tirez pas sur votre marchette pour vous lever. Utilisez les accoudoirs. Bon, les bâtons de la marche peuvent aider pour la stabilité. Une autre chose que je dis toujours, c'est d'éviter les comportements à risque. Il y a des gens qui aiment ça, prendre des risques. Bon, ils vont peut-être décider qu'ils n'ont pas besoin de faire attention. Moi, je dis toujours, réfléchissez avant d'agir. Merci beaucoup. Non, c'est excellent. Merci, Ming. Je vois des questions qui arrivent. Alors, on pourrait commencer avec les réponses à ces questions. Une personne a dit que, étant obèse, je suis tombé plusieurs fois et j'ai de la difficulté à me lever sans utiliser une chaise ou un autre meuble pour m'aider à me relever. Est-ce qu'il y a des conseils ou de l'aide musicale pour aider à quelqu'un à se relever lorsqu'il tombe? Ça, c'est très difficile parce que normalement, avec les hommes plus lourds, c'est le poids. C'est dur de se lever lorsqu'on n'est pas assis ou quelque chose comme ça. Alors, surtout lorsque vous n'avez pas de chaise sur laquelle vous appuyez, moi, ce que je suggère d'habitude, c'est d'appeler à l'aide parce que c'est très difficile, surtout lorsque vous n'êtes pas capable d'aller chercher vos jambes. C'est les jambes qui ont besoin de vous pousser pour vous relever. OK, merci. Je vais inviter Marie-Hélène. Je sais qu'elle est sur l'appel. C'est une de nos directrices et elle aide sur notre programme d'équipement. Alors, Marie, peux-tu parler je pense que c'est une app au Québec que certains de nos clients utilisent pour être capable d'alerter quelqu'un si jamais ils sont à la maison seuls et s'ils tombent. Pourriez-vous parler de cela? Oui, en fait, c'est un système d'alerte d'urgence. Alors, les gens portent ça sur eux. Quand ils tombent, ça rejoint automatiquement les services d'urgence qui vont appeler ou envoyer des services d'urgence directement à la maison en cas de chute. Thank you very much, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Et ça, c'est un commentaire dans le clavardage que la meilleure façon de faire l'exercice pour eux, et j'ai vu ceci dans la littérature, c'est d'être dans la piscine. Alors, j'ai vu l'hydrothérapie, la thérapie aquatique, c'est très aidant. Et ils ont parlé ça de cette importance de faire de l'exercice. Une autre personne pose la question de la faiblesse musculaire et l'équilibre. Ils ont le CNT, beaucoup de faiblesse musculaire, la neuropathie périphérique et cette combinaison de périphasie neuropathique et les pieds qui baissent ou même les joints qui s'écrasent peuvent augmenter le risque de chute. Une autre question, ou un autre commentaire en fait, c'est d'essayer d'utiliser, de monter de côté. Par exemple, d'aller à un petit banc et ensuite les livres, utiliser cet objet pour essayer de se relever complètement. Bon, pour les gens qui tombent complètement, d'y aller progressivement pour se relever. Marie, bon, pourrais-tu nous dire la question en français que tu as reçue, Marie-Hélène? Oui, alors dans le corps, on n'a pas seulement deux muscles. Qu'est-ce qui est mieux? Faire 25 minutes d'exercice par jour qui sollicite 30 muscles pendant un mois entier ou plusieurs types de petits exercices qui sollicitent beaucoup de muscles, mais vraiment pas longtemps. Ming, were you able to hear the interpretation? Ming, est-ce que tu entends l'interprétation? Oui, mais je n'ai pas compris. Ça rapporte avec la fréquence de la durée de l'exercice et si on cible quelques muscles beaucoup ou beaucoup de muscles peu, ou est-ce qu'il y avait des prescriptions lorsque on devrait passer plus de temps sur un groupe de muscles ou passer un petit peu de temps sur plusieurs groupes de muscles? Si vous pouvez passer un petit peu de temps
sur plusieurs groupes de muscles parce que tous vos muscles vont bouger. Bon, vos bras doivent pousser. Si vous devez vous lever, vos jambes doivent être capables de marcher. C'est pourquoi, lorsqu'on prescrit les exercices, on fait on peut trébucher si on a les muscles, les chevilles ne sont pas assez solides. Alors, on met l'accent sur les jambes, les quadriceps, les gros muscles, les chevilles, les hanches. Et bon, aider les gens à se tenir bien droit. Alors, c'est pourquoi, à ce sujet, bon, si possible, tous les groupes musculaires autant que possible. Et généralement, 150 minutes, si possible, par semaine. C'est la cible. Mais si vous n'êtes pas capable de faire 150 minutes par semaine, vous pouvez faire 5 minutes à la fois et faire 5 plus tard et ensuite 5 après ça. Vous allez peut-être même, bon, si vous êtes capable de faire ça 20 fois, vous allez peut-être solliciter ce muscle-là. Et en tout cas, si vous brossez les dents 3 fois par jour ou 2 fois par jour et passez 10 minutes à chaque fois, vous avez fait 20 minutes. Alors que si vous n'êtes pas capable de faire 20 minutes à la fois, bien, vous pouvez le faire en 2 fois. Alors, c'est pourquoi c'est très important d'en faire autant que possible. Merci, Ming. Une autre question qu'on a reçue, comme c'était mentionné, une perte d'audition. Est-ce qu'il y avait une littérature pour appuyer l'idée que les pertes d'audition et les maladies neuromusculaires sont associées? Est-ce qu'il y a un risque élevé? Bon, les différents types de dystrophie musculaire comme FSHD peuvent avoir ce qu'on appelle le sensory neural hearing loss, une perte d'audition permanente avec des dommages à la cochlée dans l'oreille interne. Typiquement, quelqu'un qui a une perte d'audition, bon, si c'est profond dans la nature, eh bien, les implants cochléaires est quelque chose qui pourrait être utilisé. En plus de cela, la littérature pour des individus avec les Charcot-Marie-Tooth, ça pourrait endommager ça pourrait causer une perte d'audition. Alors, il y a des recherches pour l'appuyer, mais ça dépend de la condition neuromusculaire spécifique. Nos clients qui est le body myositis, il y a un fauteuil électrique, fauteuil roulant électrique, il nage, il marche sur une marchette environ 10 mètres par semaine. Est-ce que ça vaut la peine si vous dites que la marche n'aide pas beaucoup? Moi, je dirais continuer. La raison pour laquelle je dis que la marche n'aide pas autant, lorsque vous y pensez, si vous pouvez faire plus que la marche, et si vous dites que tout ce que vous faites, c'est marcher, donc, ça n'aide pas tant pour votre force et l'équilibre. Mais si vous êtes dans un fauteuil roulant et que vous nagez et que vous marchez, en fait, vous faites de l'exercice et vous faites bouger vos muscles et aussi ça fait de la bonne circulation. Alors, c'est important d'en faire autant que possible. Bon, je vois une autre question. Pourrais-tu nous parler un petit peu de cette question, Marie-Hélène? Oui, alors pour quelqu'un qui a un problème d'équilibre dû à l'ataxie, qu'est-ce qui est le mieux, un entraînement cardio ou un entraînement musculaire? Can you translate? Yes, of course. The question is if someone has Si quelqu'un a un problème d'équilibre, parle ici de l'ataxie, est-ce que c'est mieux d'avoir l'entraînement cardio ou l'entraînement musculaire? Lequel serait meilleur? Bon, si on a un problème d'équilibre. Moi, d'habitude, je dis n'importe quoi que vous êtes capable de faire. Cardio, on fait ce qu'ils font des répétitions rapidement. Là. Avec l'entraînement pour la force, vous pouvez faire des répétitions lentes, mais avec plus de force. Ça dépend de votre capacité parce qu'avec l'ataxie,
Parfois, les mouvements rapides peuvent vous rendre... ça peut être plus difficile. Et certaines personnes, lorsqu'ils font de la formation musculaire, de l'entraînement musculaire, ça peut quand même faire augmenter votre rythme cardiaque parce que ça vous fait forcer beaucoup. Surtout la formation musculaire, l'entraînement musculaire, vous vous assurez que vous êtes stable et ainsi de suite. Ça dépend beaucoup de votre capacité de faire ces différents exercices. Et moi, je serais plus en faveur de l'entraînement musculaire que du cardio. Merci beaucoup, Ming. Alors, je ne vois pas d'autres questions, mais ce que je devrais faire maintenant, c'est de remercier PTC, Roche et Novartis pour avoir appuyé les initiatives d'éducation comme ceci et pour leur collaboration en cours avec Dystrophie musculaire Canada. Je voudrais remercier vous tous pour vous être joints à notre webinaire aujourd'hui et pour ceux qui se sont joints à notre webinaire durant tout le mois, durant notre conférence neuromusculaire virtuelle. Les enregistrements, si vous les manquez, sont sur notre site web YouTube MDC. Je vous encourage tous à nous envoyer des courriels à la recherche à muscle.ca. Merci pour votre appui et s'il y a d'autres questions, il nous fera plaisir aussi de les prendre et d'y répondre. Alors, merci à Ming pour partager ses révélations et des stratégies pratiques pour rester sécuritaire et éviter les chutes. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.